on a toujours dans l'activité 5, rôle de la membrane cellulaire dans le potentiel d'action. Et d'après le document 1, page 54, on sait que le potentiel d'action il est dû à la sortie et l'entrée des ions Na+ et K+ à travers la membrane cytoplasmique de la fibre nerveuse. Donc, quels sont les canaux qui interviennent pour créer un potentiel d'action? Et pour cela, on va traiter le document 2, page 54, et on va écrire T2, les canaux voltage dépendants à l'origine du potentiel d'action. Pour déterminer les structures membranaires responsables de la variation de la perméabilité des ions Na+ et K+ à travers la membrane durant le potentiel d'action, on réalise les expériences suivantes. Donc la première expérience, il est comme suit. On mesure les concentrations exoplasmiques, c'est-à-dire on va mesurer les concentrations des ions potassium et sodium à l'intérieur de l'axone, c'est-à-dire à l'intérieur de la fibre nerveuse. Donc d'un axone géant de calmar au repos et suite à une stimulation bien sûr efficace. Et les résultats sont présentés ou bien représentés dans la figure A. Donc la figure A représente la concentration dans l'axone de K+ et Na+ en fonction du temps. Donc on a la courbe qui est en rouge, elle représente la variation de la concentration de K+ dans l'axone au cours du temps, et la courbe qui est en vert, elle représente la variation de la concentration de Na+ dans l'axone en fonction du temps bien sûr. Donc on constate avant l'application d'une excitation efficace, on a les deux concentrations de Na+ et K+ et sont constantes à l'intérieur de l'axone, avec une grande concentration de K+ et une faible concentration de Na+. Donc après l'application, ou bien juste après l'application d'une excitation efficace, on constate dans les premiers millisecondes, on a l'augmentation de la concentration de Na+ à l'intérieur de l'axone, c'est-à-dire on a l'entrée des ions Na+ depuis l'extérieur de l'axone vers l'intérieur de l'axone qui est responsable de cette augmentation. Et on a la concentration de K+, elle reste constante. Donc on n'a pas la sortie ou bien l'entrée de K+ à l'intérieur de l'axone. Mais après, entre 1 milliseconde et 2 millisecondes, on constate une diminution de la concentration de Na+, et on a aussi la diminution de la concentration de K+. Il est dû à la sortie de K+ depuis l'intérieur de l'axone vers l'extérieur. Et après 2 millisecondes, on constate le retour aux concentrations initiales de Na+, et il reste stable. Et on a à peu près entre 2 et 2,5 millisecondes, on a l'augmentation de la concentration de K+ à l'intérieur de l'axone pour atteindre sa concentration initiale, et il devient après 2,5 millisecondes, il devient constante et il atteint sa concentration initiale. Donc cela pour la première expérience. Pour la deuxième expérience, on recommence alors l'expérience précédente, mais en ajoutant des drogues fluorescentes sur l'axone. Dans un premier cas, de la tétrodotoxine, TTX,
Donc, bien sûr, cette expérience-là, elle est comme la première expérience, mais la seule différence, c'est l'ajout de cette drogue fluorescente. Donc, pourquoi elle est fluorescente? Pour détecter leur emplacement. Donc, les résultats de cette expérience, il est représenté dans la figure B. Donc, la figure B représente la variation, bien sûr, de concentration des ions qui sont K+, et Na+, en fonction, à l'intérieur de l'axon, en fonction du temps. Donc, avec l'ajout d'une drogue fluorescente qui est le TTX. Donc, on constate que avant l'application de l'excitation, c'est-à-dire avant le zéro, le temps T0, donc on a les deux concentrations de K+ et Na+, elles sont constantes, bien sûr. La concentration de K+, elle est plus grande que la concentration de Na+. Après l'application, juste après l'application d'une simulation qui est efficace, on constate que la concentration de Na+, elle reste constante, c'est-à-dire on n'a pas l'entrée de Na+, à l'intérieur de l'axon. Et après à peu près 1 milliseconde, on constate la diminution de la concentration de K+ jusqu'à le 2 millisecondes. Elle est due à la sortie de K+ depuis l'axon vers l'extérieur. Et après, entre 2 millisecondes et 2,2, à peu près 2,5 millisecondes, on constate l'augmentation de la concentration de K+ pour atteindre sa concentration initiale et elle reste après constante. Donc, on peut déduire d'après cette expérience-là que le TTX limite la sortie de Na+, ou bien l'entrée de Na+, depuis l'extérieur vers l'axon après l'application d'une excitation efficace, c'est-à-dire elle bloque les canaux qui sont voltage dépendants de Na+. Donc, pour la troisième expérience, on va ajouter une autre drogue fluorescente qui est le tétraéthylammonium, TEA, et les résultats ils sont représentés dans la figure C. Donc, bien sûr, la figure C représente la variation de la concentration de K+ et Na+ dans l'axon en fonction du temps. Donc, bien sûr, avant l'application d'une excitation efficace, on a la concentration de K+ et Na+, elle est constante, avec une grande concentration de K+ et une faible concentration de Na+ à l'intérieur de la fibre nerveuse. Donc, juste après l'application d'une excitation qui est efficace, on constate une augmentation de la concentration de Na+, c'est-à-dire on a l'entrée de Na+ à l'intérieur de l'axone. Après 1 milliseconde, on constate la diminution de Na+, qui est progressive, pour atteindre sa concentration initiale à peu près après 1,7 millisecondes, après l'excitation bien sûr, et elle reste après constante. Mais la concentration de K+, elle ne change pas, elle reste constante, c'est-à-dire on n'a pas la sortie de K+ depuis l'axon vers l'extérieur
comme dans les autres expériences, c'est-à-dire le TOA, il inhibe la sortie de K+ depuis l'axon vers l'extérieur car il bloque leurs canaux qui sont des canaux voltage dépendants du K+.